5e vidéo de réponse aux questions dans la formation du conflit à la conversation. Première question de Sophie. Est-ce que la personne qui se suradapte a conscience qu'elle enjolive la réalité? Et, deuxième question en lien, quelle est la frontière entre le mensonge et la suradaptation? Je pense que la question d'en avoir conscience ou pas, ça dépend vraiment des gens, et non seulement des gens, mais ça dépend des contextes et même des moments. C'est-à-dire, il peut très bien y avoir une situation dans laquelle on se trouve, on est en train de se suradapter, on a un tout petit éclair de conscience qui nous dit « Ah ouais, quand même, en vrai, j'aimerais faire autrement », mais on n'y arrive pas et on se suradapte. Est-ce qu'on en a vraiment conscience? Oui, on a eu un petit éclair de conscience pendant une demi-seconde. Est-ce que vraiment on peut dire qu'on en a pleinement conscience? Peut-être, peut-être pas. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Et il n'y a que la personne concernée qui peut se faire sa propre idée parce que c'est dans sa tête que ça se passe. Maintenant, quelle est la frontière entre la suradaptation et le mensonge? Dans le mensonge, on est parfaitement au courant qu'on est en train de mentir. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est conscient qu'on est en train de mentir qu'on est forcément l'homme à abattre ou la méchante personne de l'histoire. Je vais te donner un exemple très concret. C'est par rapport aux gens qui sont dans une accoutumance, une addiction au tabac ou à l'alcool. Moi, j'ai été fumeur et j'ai souvenir d'une période où j'aurais bien aimé arrêter de fumer, mais j'y arrivais pas. Je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait pas faire, mais c'était compulsif. Et c'est exactement pareil en fait dans les mécanismes de suradaptation, c'est-à-dire que si on est accro au tabac ou à l'alcool, c'est que c'est une béquille qui nous aide à mieux vivre certaines émotions difficiles. Ça détourne l'attention, ça change un peu l'état interne. Et en fait, la suradaptation, c'est pareil. On est en proie à une émotion difficile dans laquelle on est absolument convaincu qu'on va pas être aimé, qu'on va être rejeté, qu'on va s'en prendre plein la tronche, etc. si on s'adapte pas. Et donc, on s'adapte. Donc, on sait bien qu'il faudrait pas, mais c'est compulsif. Donc le problème, c'est même pas tant de savoir si la personne en est consciente ou pas, c'est surtout de faire en sorte que la personne perçoive qu'elle a d'autres options. D'accord? Donc le niveau de conscience de la personne, là où il faudrait l'emmener, c'est pas forcément sur la conscience de son problème, c'est plutôt sur la conscience des alternatives possibles, c'est-à-dire des solutions possibles. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sophie. Deuxième question de John, tu t'es pris la tête avec ton oncle, il veut absolument avoir raison sur le fait que les réunions ça sert à rien et toi dans ton expérience, il y a des réunions qui sont très constructives dans ton nouveau job, ce qui n'était pas le cas dans ton ancien job. Ici le vrai problème c'est un problème de dominance, c'est-à-dire que ton oncle c'est ton aîné, il te voit grandir, prendre de la bouteille, prendre de l'expérience, de l'assurance. Il se sent probablement un petit peu menacé dans son statut d'aîné, de mâle dominant peut-être dans le système familial. Il a une place et il veut pas la perdre. Donc il veut affirmer qu'il a raison. Il y a peut-être aussi une question de personnalité. Peut-être qu'il est comme ça, il aime bien prouver qu'il en a, etc. Donc en fait la solution ici c'est de lâcher prise sur le fait que c'est vraiment pas grave si tu le laisses avoir raison. Parce que le fond du problème là, c'est pas tant qu'il veuille avoir raison, c'est que toi, tu te braques. C'est ce que tu dis dans ta question, tu dis « je me braque ». Et effectivement, c'est le signe que ton animal intérieur se réveille, il veut mordre, il veut prouver que c'est lui le mâle dominant et non plus tonton. Et en fait, c'est ça qui crée le problème, c'est que vous rentrez tous les deux dans une dynamique, tu as tort, j'ai raison, et donc il y a un conflit de pouvoir entre vous. La solution ici, c'est de dire oui tonton, tu as raison, dans ton entreprise ça se passe comme ça et toi t'es vraiment génial parce que tu arrives à résoudre les problèmes comme ça et c'est top, tu as raison et c'est tout. Tu as recontextualisé le fait qu'il a raison dans son entreprise et dans sa manière de faire, ce qui n'est donc pas ton entreprise ni ta manière de faire. Donc si tu veux éviter les conflits avec ton oncle, dis-lui tout simplement qu'il a raison et éventuellement sache-toi qu'il a raison dans sa vie, dans son expérience, ce qui n'a rien à voir avec la tienne. S'il est intéressé un jour de savoir comment ça se passe dans ton expérience, peut-être que tu pourras lui partager. S'il n'a pas envie de savoir, ne lui dis pas. C'est pas grave. C'est pas auprès de lui, du coup, que tu vas peut-être gagner tes galons, d'homme mature qui maintenant a de la bouteille. Ou alors, si tu dois gagner des galons comme ça, c'est pas comme ça que ça va marcher. Dis-lui qu'il a raison d'abord, et ensuite, un peu plus tard, un autre jour, donne-lui une situation dans laquelle la réunion a été super efficace, c'était la solution au problème. Et là, tu auras donné un exemple précis qui est vrai dans ta réalité à toi. Et il pourra toujours te contredire s'il a envie. Si c'est son truc d'avoir raison, il cherchera toujours à avoir raison.
Troisième question de John, comment faire si quelqu'un se met systématiquement en colère contre toi? Donc toi tu fais rien pour provoquer de la colère, mais apparemment la personne elle t'en veut. Déjà, sache-le. Et mets-toi en mode défense, c'est-à-dire sache que tu pourras pas avoir une relation normale avec cette personne-là, parce que visiblement, elle trouve que tu es un bon punching ball, tu lui déclenches des choses, des réactions émotionnelles, en ta présence, son animal intérieur se réveille, alors c'est son problème, c'est sûr. Si elle t'attaque, ça devient ton problème d'être attaqué, donc mets-toi en mode défense, ne montre pas ce que tu ressens, évite de mettre de l'huile sur le feu, minimise les contacts autant que possible, si c'est pas absolument indispensable d'être en contact avec cette personne, eh bien, évite d'être en contact avec elle et ça calmera les choses. Malheureusement, on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Voilà, on a du feeling avec les gens et parfois le feeling il est positif, il est constructif et des fois il est très antipathique. Il y a des gens qui nous dégoûtent, qui nous hérissent le poil. Si tu es en contact avec quelqu'un comme ça, essaie juste de mettre plus de distance et puis surtout, rappelle-toi bien les pièges du langage à éviter. Voilà, reprends les méthodes pour bien formuler tes phrases tu vas pas diminuer ce qu'elle ressent envers toi, mais tu vas juste lui donner moins de bâtons pour te taper dessus. Troisième question de John, comment pratiquer l'écoute active avec quelqu'un qui ne te pose que des questions très orientées, donc des questions fermées avec une seule réponse évidente. Tu pratiques pas l'écoute active dans ce cas-là. Ce que tu fais, c'est de l'affirmation de soi. C'est-à-dire, tu dis, bon, la réponse à ta question, ça ne peut être que ça ou ça, c'est un choix binaire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où tu veux en venir. Donc, tu lui renvoies une question pour faire avancer ton sujet. Ici, en particulier, parce que tu es en lien avec une coach. Alors, personnellement, ça me fait assez marrer de coacher un mec pour être plus en relation avec sa coach. Je pense que je mettrai une limite aussi là-dessus. Je vais pas pouvoir te coacher pour dialoguer avec une coach, si elle n'est pas efficace, ma foi, c'est son problème et c'est à toi de le régler avec elle, c'est toi qui la paye, d'accord? Mais je pense que dans ce cas-là, il faut juste que tu arrêtes de faire de l'écoute active, tu fais de l'affirmation de toi. Toi, tu es là pour atteindre un objectif, donc rappelle-lui l'objectif que tu es là pour atteindre, fais le constat factuel de ce que tu as obtenu jusqu'à présent et dis-lui où tu veux aller. Et après, la balle est dans son camp. Dernière question de John, comment faire face au chantage affectif? Tu donnes deux exemples, c'est peut-être pas tout à fait du chantage affectif, mais la solution qu'il faut que tu mettes en œuvre, c'est du recadrage, c'est-à-dire remettre les gens à leur place. À leur place, ça veut dire face à leurs responsabilités, de façon à ce que toi, tu prennes ta responsabilité. Il y a des périmètres, il y a des frontières, exactement comme au boulot, le rôle du responsable RH, c'est pas le même rôle que le responsable qualité. Chacun a un job différent à faire. Donc le rôle d'une belle maman, c'est pas d'être le parent. Alors elle peut donner tous les conseils qu'elle veut à sa fille, et si c'est la personne dont tu as déjà beaucoup parlé dans tes questions précédentes, on dirait que c'est des gens qui tombent vraiment dans le pif. Donc ça déjà, faut que tu l'intègres vraiment, que c'est pas tout le monde qui t'aime bien. On est tous le con d'un autre, et oui, c'est une réalité de la vie. Du coup, cette personne-là, faut juste que tu la remettes à sa place. Tu donnes l'exemple que elle aime pas tes chiens. Il faudrait que tu te débarrasses de tes chiens. Ce serait une magnifique preuve d'amour pour sa fille. Bien belle maman, heureusement, ce n'est pas vous qui avez les chiens, c'est moi. Et votre fille, elle m'a choisi jusqu'à présent. Donc, c'est pas son problème, c'est ta responsabilité et c'est à toi de le régler. Quand tu lui dis un truc comme ça, alors tu peux le dire d'une manière brutale si vraiment t'en peux plus et que tu vois qu'elle comprend que la manière forte. Avant d'en arriver là, je t'invite à aller d'une méthode un peu plus douce, de tester avec l'humour, etc. Et si vraiment ça marche pas, finis par mettre les pieds dans le plat. Écoutez, belle maman, mes chiens, c'est pas votre problème, c'est le mien. Vous en avez de la chance, vous n'avez pas à vous en occuper. Tu vois, et là, tu la remets à sa place. Alors, c'est un peu cash, c'est un peu direct, mais parfois, c'est la solution qui marche. Deuxième exemple, elle voudrait pas que vos enfants aient honte d'être nés dans le 93. Faudrait vraiment écrire sur l'acte de naissance qu'ils sont nés à Paris. Là encore, c'est pas elle, la maman. Et c'est pas elle, l'enfant. C'est toi et ta femme, les parents. C'est à vous de décider. Et en l'occurrence, c'est ta femme qui va accoucher. C'est à elle de décider. Maintenant, si elle se fait polluer les oreilles par sa maman, c'est un autre problème sur lequel tu ne peux pas trop intervenir. Et il faut juste accepter que tu as choisi quelqu'un qui est comme ça. Donc là encore, c'est juste histoire de recadrer les périmètres de responsabilité. Ensuite, ta situation, elle dépend si c'est ta femme qui te rapporte les paroles de sa mère ou si c'est la maman qui te le dit à toi directement, tu vas pas réagir de la même façon. Mais je t'invite, quand quelqu'un déborde et vient empiéter sur ton territoire c'est ta responsabilité d'avoir des chiens ou pas, ta responsabilité de parent, remets la personne face à sa responsabilité en marquant ton territoire, ça c'est ma responsabilité, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, chère belle maman. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et là, tu la remets à sa place.